Sous la pluie glaciale de novembre, Étienne, trempé jusqu'aux os, sentit son cœur se briser aussi violemment que le tonnerre qui grondait au-dessus de Paris. « Dégage! Tu n'es plus mon fils !» Les mots de son père, crachés avec une rage froide, résonnaient encore dans sa tête alors qu'il titubait sur le trottoir luisant de la rue Montorgueil. À 25 ans, il n'avait jamais imaginé que dire la vérité sur son amour pour un homme le jetterait ainsi dans la nuit, sans abri, sans famille, sans rien. Les passants, pressés sous leur parapluie, l'ignoraient, leurs silhouettes floues glissant dans l'obscurité comme des fantômes indifférents. Étienne serrait contre lui un sac à dos contenant tout ce qu'il avait pu emporter. Quelques vêtements, un carnet où il écrivait ses pensées, et une photo de sa mère, partie trop tôt. Il s'arrêta sous un réverbère, le visage ruisselant, incapable de distinguer ses larmes de la pluie. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant » murmura-t-il, la voix brisée, s'adressant à personne. C'est alors qu'une ombre s'approcha. Une femme, la trentaine, aux cheveux châtains trempés collés à son front, s'arrêta à quelques pas. Elle portait une veste en cuir usé et un parapluie noir qu'elle inclina vers lui. « Tu vas attraper la mort comme ça, » dit-elle doucement, sa voix chaude contrastant avec la froideur de la nuit. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient voir au-delà de la silhouette trempée d'Étienne, comme si elle comprenait tout ce qu'il n'avait pas dit. « Je m'appelle Camille. Viens, je t'emmène quelque part au sec. » Étienne hésita. La méfiance, forgée par des années à cacher qui il était, le retenait. Mais il n'avait nulle part où aller, et l'épuisement pesait plus lourd que sa peur. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Camille esquissa un sourire triste. « Parce que je sais ce que c'est d'être seule sous la pluie. » Elle ne donna pas plus d'explication, mais quelque chose dans son ton, dans sa façon de le regarder, lui fit baisser sa garde. Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit café au coin de la rue, le Refuge, dont l'enseigne clignotait faiblement. À l'intérieur, l'odeur du café et du pain frais emplit l'air, et la chaleur enveloppa Étienne comme une étreinte. Camille commanda 2 chocolats chauds et s'assit face à lui, son regard scrutant son visage comme si elle cherchait quelque chose. « Alors, » dit-elle enfin, « qu'est-ce qui t'a mis dans cet état ?» Étienne baissa les yeux, ses doigts serrant la tasse fumante. Parler était douloureux, mais les mots finirent par sortir, hésitants, comme des gouttes de pluie tombant une à une. Il raconta tout, son père, un homme rigide, ancien militaire, qui avait toujours exigé de lui une perfection impossible. Sa mère, morte d'un cancer quand il avait 15 ans, qui lui avait appris à aimer sans juger. Et Théo, cet étudiant en art qu'il avait rencontré à l'université, celui qui avait fait battre son cœur pour la première fois. « Je lui ai dit que j'aimais Théo, » murmura Étienne. Il m'a regardé comme si j'étais une abomination. Il m'a jeté dehors. Camille écoutait, immobile, son visage trahissant une douleur qu'elle semblait connaître trop bien. Quand il eut fini, elle posa une main sur la sienne, un geste simple mais chargé de chaleur. « Tu n'es pas seul, Étienne. Pas ce soir. » Elle lui parla alors d'elle, brièvement, comme si chaque mot était un effort. Camille était illustratrice, vivant dans un petit appartement du Marais. Elle avait grandi dans une famille conservatrice en Normandie, où elle avait appris à taire sa propre vérité. Elle était lesbienne et avait coupé les ponts avec ses parents des années plus tôt. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des heures, Étienne sentit une lueur d'espoir. Mais cette chaleur fut interrompue par l'entrée d'un homme dans le café. Grand, la quarantaine, avec des cheveux poivre et sel et un manteau usé, il s'arrêta net en voyant Camille. « Camille !» dit-il, sa voix rauque, presque incrédule. Elle se figea, ses yeux s'écarquillant. « Léon !» L'homme, Léon, s'approcha lentement, son regard passant de Camille à Étienne. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre de regret, de secrets enfouis. « Je ne pensais pas te revoir un jour, » murmura-t-il à Camille. Puis, se tournant vers Étienne, il ajouta « Et toi, petit, on dirait que tu portes le poids du monde. » Étienne fronça les sourcils, méfiant. Qui était cet homme? Pourquoi Camille semblait-elle si troublée? Léon s'assit sans attendre d'invitation, posant une vieille sacoche en cuir sur la table. « J'ai une dette envers quelqu'un, » dit-il, sa voix basse, presque solennelle. « Et ce soir, je crois que le destin m'a conduit ici pour la payer. » Camille secoua la tête, comme pour chasser un souvenir. « Léon, pas maintenant, » dit-elle, mais il l'ignora, ses yeux fixés sur Étienne.
Dis-moi, gamin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Étienne, épuisé, n'avait plus la force de se taire. Il raconta à nouveau son histoire, plus brièvement cette fois, tandis que Léon écoutait, son visage impassible mais ses doigts crispés sur la table. Quand Étienne eut fini, Léon se pencha en avant. « Ton père, dit-il lentement, il t'a jeté dehors parce que tu aimes un homme. Mais il ne t'a pas dit toute la vérité sur lui-même, n'est-ce pas ?» Étienne cligna des yeux, déconcerté. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Léon esquissa un sourire amer. « Je connais ton père, Étienne. Ou du moins, je l'ai connu. Il y a longtemps, il était différent avant que la vie ne le brise. » Il marqua une pause, son regard perdu dans un passé qu'il semblait vouloir oublier. « Et moi, j'ai une dette envers lui. Une dette que je vais payer en t'aidant, toi. » La pluie continuait de tomber dehors, tambourinant contre les vitres du café. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Qui était cet homme? Et quelle était cette dette dont il parlait? Camille, silencieuse, observait Léon avec une intensité qui trahissait une histoire commune, un passé qu'elle n'avait pas encore partagé. Ce soir-là, sous la lumière vacillante du café, 3 âmes blessées se trouvaient réunies par le hasard, ou peut-être par le destin. Étienne, rejeté par sa famille, Camille, marqué par son propre exil, et Léon, porteur d'un secret qui allait tout changer. La nuit était loin d'être finie, et les vérités enfouies allaient bientôt remonter à la surface, comme des bulles dans l'eau trouble d'un passé oublié. Le silence s'installa dans le café, seulement troublé par le cliquetis des tasses et le murmure des conversations des rares clients attablés. Étienne fixait Léon, ses mots résonnant dans sa tête comme un écho distant. « Vous connaissez mon père ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'incrédulité. Léon hocha la tête, son regard perdu dans les motifs usés de la table en bois. Camille, elle, restait immobile, ses doigts crispés autour de sa tasse, comme si elle redoutait ce que Léon allait révéler. « Ton père, Marc, commença Léon, était un homme différent il y a 20 ans. Nous étions amis, à l'époque où il était encore cadet à l'école militaire de Saint-Cyr. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. Il était libre, d'une certaine manière. Moins dur. Il riait, il rêvait. Mais quelque chose l'a changé. Quelque chose qu'il n'a jamais partagé avec toi, je parie. Étienne sentit une colère sourde monter en lui. « Vous ne savez rien de lui, » lança-t-il, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. « Il m'a jeté dehors. Il m'a dit que j'étais une honte. » Camille posa une main apaisante sur son bras, mais Étienne se dégagea, son regard brûlant fixé sur Léon. « Si vous le connaissez si bien, pourquoi vous ne m'expliquez pas pourquoi il me déteste ?» Léon ne sia pas, parce qu'il se déteste lui-même, répondit-il calmement. « Et je suis en partie responsable de ça. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des vagues de confusion dans l'esprit d'Étienne. Il voulut demander plus, mais Léon leva une main pour l'arrêter. « Pas ici. Pas ce soir. Tu as besoin de repos, gamin. On parlera demain. » Camille intervint, sa voix ferme mais douce. « Étienne, viens chez moi. J'ai un canapé-lit. Ce n'est pas grand, mais c'est mieux que la rue. » Étienne hésita, partagé entre la méfiance et l'épuisement. Mais le regard de Camille, sincère et dépourvu de jugement, le convainquit. Il hocha la tête, incapable de parler. Léon se leva, récupérant sa sacoche. « Je vous retrouve demain, » dit-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. « Camille, tu sais où me trouver. » Elle acquiesça, mais son expression restait tendue, comme si la présence de Léon ravivait des blessures anciennes. Le trajet jusqu'à l'appartement de Camille, dans une ruelle étroite du Marais, fut silencieux. La pluie avait cessé, laissant place à un froid mordant qui traversait les vêtements trempés d'Étienne. L'appartement était petit, encombré de toiles inachevées et de livres empilés. Une odeur de peinture et de café flottait dans l'air. Camille lui tendit une couverture et un pyjama propre appartenant à son frère, qu'elle gardait pour ses rares visites. « Fais comme chez toi, » dit-elle simplement avant de disparaître dans sa chambre. Allongé sur le canapé, Étienne fixait le plafond, incapable de dormir. Les mots de Léon tournaient en boucle dans sa tête. Une dette. Une amitié avec son père. Un passé qui expliquait peut-être la violence de ce soir. Il repensa à Théo,
à son sourire éclatant, à la façon dont il lui avait donné le courage de dire la vérité. Mais maintenant, Théo était à des kilomètres, en stage à Marseille, et Étienne était seul, déraciné. Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les rideaux. Camille était déjà réveillée, préparant du café dans la cuisine minuscule. « Bien dormi ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. Étienne haussa les épaules. « Pas vraiment. » Elle lui tendit une tasse. « Léon va passer. Il a des choses à te dire. Mais fais attention. Il a tendance à remuer des choses qu'on préférerait oublier. » À midi, Léon frappa à la porte. Il avait l'air plus fatigué que la veille, comme si la nuit avait ravivé ses propres fantômes. Il s'assit sur une chaise bancale et plongea directement dans le vif du sujet. « Ton père et moi, on était plus que des amis, Étienne. » Il laissa les mots planer, lourds, avant de continuer. On était jeunes, insouciants. À l'époque, Saint-Cyr était un monde fermé, dur. Mais on partageait quelque chose, une connexion. Étienne sentit son souffle se couper. « Vous voulez dire que vous et mon père ?» Il ne put finir sa phrase, l'idée trop absurde, trop inconcevable. Léon hocha la tête. « Oui. Jusqu'à ce qu'il décide de tout arrêter. Il a choisi de se conformer, de se marier, d'avoir une famille. Il a enfoui cette partie de lui, et ça l'a rongé. » Camille, qui écoutait en silence, intervint. « Léon, tu ne peux pas balancer ça comme ça. Tu ne sais pas ce qu'Étienne traverse. » Mais Léon ignora son objection. Il a le droit de savoir, Camille. Parce que ce que Marc a fait à son fils, il a fait à cause de ce qu'il n'a jamais pu affronter en lui-même. Étienne sentit une vague de colère et de tristesse le submerger. Son père, cet homme inflexible, avait aimé un homme, et pourtant, il l'avait rejeté, lui, pour la même raison. « Pourquoi vous me dites ça ?» cria-t-il. « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ?» Léon se pencha vers lui, son regard intense. « Tu vas te battre, Étienne. Pas contre ton père, mais pour toi. Pour la vie que tu mérites. Et je vais t'aider, parce que je dois à Marc de réparer ce que j'ai brisé en le laissant partir. » Camille posa une main sur l'épaule d'Étienne, un geste qui le ramena à la réalité. « On va t'aider, » murmura-t-elle. « Tous les deux. » Mais dans ses yeux, Étienne vit une hésitation, comme si elle savait que l'aide de Léon venait avec un prix. Ce jour-là, un pacte implicite se forma entre trois. Étienne, brisé mais déterminé. Camille, protectrice mais hantée par son propre passé. Et Léon, un homme cherchant la rédemption dans un acte qu'il ne comprenait pas encore pleinement. La route devant eux était incertaine, mais une chose était claire. La vérité sur le père d'Étienne n'était que le début d'un voyage qui les confronterait tous à leurs démons. Les jours suivants, l'appartement de Camille devint un refuge temporaire pour Étienne. Chaque matin, il se réveillait avec le poids de la révélation de Léon, mais aussi avec une étrange sensation de liberté. Pour la première fois, il n'était plus sous le regard écrasant de son père. Pourtant, la douleur de son rejet restait vive, comme une plaie qui refusait de guérir. Camille, avec sa présence douce mais ferme, lui offrait un ancrage, tandis que Léon, imprévisible, apparaissait et disparaissait comme un fantôme porteur de vérités dérangeantes. Un après-midi, alors qu'il prenait un café dans un bistrot près de la Seine, Léon aborda un sujet qu'Étienne redoutait. « Tu devrais parler à Théo, » dit-il, son ton direct contrastant avec la douceur des vagues contre les quais. Étienne tressaillit. Théo. Il n'avait pas écrit à son petit ami depuis cette nuit fatidique, par peur de le mêler à son chaos. « Il est à Marseille, » murmura Étienne. « Je ne veux pas l'inquiéter. » Camille, qui feuilletait un carnet de croquis, releva les yeux. « Étienne, si tu l'aimes, il mérite de savoir. Tu ne peux pas porter ça tout seul. » Sa voix était empreinte d'une douleur ancienne, comme si elle parlait d'expérience. Étienne hocha la tête, mais l'idée d'écrire à Théo le terrifiait. Et si Théo, en apprenant la vérité, décidait qu'il était trop compliqué de rester avec lui? Léon, fidèle à son habitude, ne laissa pas la conversation s'enliser. « Écoute, gamin, dit-il, l'amour, c'est rare. Si tu as quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, tu te bats pour ça. » Il y avait une urgence dans sa voix, un écho de regret qu'Étienne commençait à comprendre. Léon parlait de son père, de cet amour qu'il avait abandonné pour se plier aux attentes du monde.
Ce soir-là, dans l'intimité de l'appartement de Camille, Étienne prit son téléphone et écrivit un message à Théo. Ses doigts tremblaient alors qu'il tapait « Je t'aime, mais tout a changé. Mon père m'a mis dehors. Je suis à Paris, avec des gens qui m'aident. Je ne sais pas où on va, mais j'ai besoin de toi. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis, le cœur battant à tout rompre. La réponse arriva quelques heures plus tard, alors qu'Étienne fixait le plafond, incapable de dormir. « Je prends le premier train demain. Attends-moi. Je t'aime. » Ces mots, simples mais puissants, firent monter des larmes aux yeux d'Étienne. Pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il n'était pas complètement seul. Le lendemain, Léon les emmena dans un lieu inattendu, une librairie queer nichée dans une ruelle du quartier latin. Le refuge des mots, annonçait l'enseigne en lettres dorées. À l'intérieur, des étagères débordées de livres et un petit groupe de personnes discutaient autour d'une table. Léon expliqua qu'il venait ici depuis des années, un endroit où il avait trouvé du réconfort après avoir perdu Marc. Ces gens, dit-il, ils comprennent ce que c'est de vivre en marge. Tu y trouveras des alliés, Étienne. C'est là qu'Étienne rencontra Sophie, une femme trans d'une 40aine d'années, française, qui gérait la librairie avec une énergie communicative. Elle l'accueillit avec un sourire chaleureux et une tasse de thé. « Bienvenue, dit-elle. Ici, on est une famille, pas celle qui t'a rejeté, mais celle que tu choisis. » Sophie lui raconta son propre parcours, les années de lutte pour être acceptée, et comment la librairie était devenue un havre pour tant d'autres. Étienne, d'abord intimidé, se sentit peu à peu à sa place. Mais alors que la journée avançait, une tension nouvelle émergea. Camille, qui avait été inhabituellement silencieuse, s'éloigna pour répondre à un appel. Quand elle revint, son visage était pâle. « C'était ton père, » dit-elle à Étienne, la voix tremblante. « Il sait que tu es avec moi. Il veut te voir. » Étienne sentit son estomac se nouer. « Comment il sait où je suis ?» demanda-t-il, la panique montant. Camille jeta un regard accusateur à Léon. « Tu lui as dit, n'est-ce pas ?» Léon ne nia pas, « Il a le droit de savoir que son fils va bien », répondit-il, mais son ton manquait de conviction. La confrontation avec son père devenait inévitable. Étienne ne savait pas s'il était prêt, mais une chose était sûre, avec Camille, Léon et maintenant Sophie à ses côtés, il n'affronterait pas cette épreuve seul. Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant des reflets dorés sur la Seine, Étienne se prépara à revoir l'homme qu'il avait rejeté, ignorant que cette rencontre allait révéler des vérités encore plus profondes sur son père et sur lui-même. La gare de Lyon était un tourbillon de bruit et de mouvement lorsque Théo descendit du train, son sac en bandoulière et ses cheveux blonds en désordre. Étienne, qui l'attendait sur le quai, sentit son cœur s'emballer en le voyant. Théo, 26 ans, français, avait ce sourire lumineux qui avait toujours su apaiser ses tempêtes intérieures. Ils s'enlacèrent sans un mot, et pendant un instant, le chaos du monde s'effaça. « Tu m'as manqué », murmura Théo, sa voix étouffée contre l'épaule d'Étienne. Mais la réalité les rattrapa vite. Étienne raconta tout à Théo, la dispute avec son père, la rencontre avec Camille et Léon, et la révélation bouleversante sur le passé de Marc. Théo écouta, ses yeux bleus pleins de compassion, mais aussi d'une détermination farouche. « On va traverser ça ensemble, » dit-il. « Peu importe ce que ton père pense. » Camille les invita à déjeuner dans un petit restaurant près de la librairie. Assis autour d'une table en bois, ils partagèrent un repas simple, mais l'atmosphère était lourde. Étienne n'arrivait pas à chasser l'idée de la confrontation imminente avec son père. « Pourquoi il veut me voir maintenant ?» demanda-t-il à Léon, qui mâchait lentement un morceau de pain. « Il m'a jeté dehors. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire ?» Léon haussa les épaules, mais son regard trahissait une certaine nervosité. Parfois, les gens réalisent leurs erreurs. Parfois, ils ont juste besoin de temps. Camille, agacée, intervint. Ou parfois, ils veulent juste apaiser leur conscience. « Léon, tu ne peux pas forcer Étienne à faire ça. » Mais Étienne secoua la tête. « Non, je veux le voir. Je veux comprendre. » Il y avait une force nouvelle dans sa voix, une résolution forgée par les derniers jours. Théo serra sa main sous la table, un geste discret mais rassurant. La rencontre fut organisée dans un parc du 5e arrondissement,
sous les arbres dénudés de l'automne. Marc, le père d'Étienne, était là, vêtu d'un manteau gris, les traits tirés. À 55 ans, il portait encore la raideur de son passé militaire, mais ses yeux, habituellement froids, semblaient hantés par une douleur nouvelle. Léon se tenait en retrait, observant la scène comme un gardien silencieux. « Étienne, » commença Marc, sa voix hésitante, « je n'aurais pas dû te mettre dehors. » Les mots semblaient lui coûter un effort immense. Étienne, les bras croisés, ne répondit pas immédiatement. Il attendait, cherchant dans le visage de son père une trace de l'homme que Léon avait décrit, celui qui avait aimé et rêvé. « Pourquoi » demanda enfin Étienne, la voix tremblante mais ferme. « Pourquoi tu m'as traité comme ça? Tu savais ce que ça me ferait. » Marc baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Parce que j'ai eu peur, » admit-il. « Pas de toi, mais de ce que tu représentes. De ce que j'ai toujours refusé d'affronter. » Léon s'avança alors, brisant le silence tendu. « Dis-lui la vérité, Marc. Il mérite de savoir. » Marc fusilla Léon du regard, mais il y avait plus de douleur que de colère dans ses yeux. « Tu n'as pas le droit, Léon, » murmura-t-il. Mais sous la pression des regards d'Étienne et de Théo, il céda. « Quand j'étais jeune, » dit Marc, « j'ai aimé quelqu'un que je n'aurais pas dû. Pas aux yeux du monde, pas aux yeux de l'armée. J'ai choisi de renier cet amour, de l'enfouir. Et quand tu m'as dit que tu étais comme moi, j'ai vu tout ce que j'avais sacrifié. J'ai eu honte, pas de toi, mais de moi. » Étienne sentit les larmes monter, mais il les retint. « Alors pourquoi tu m'as fait payer pour ça ?» demanda-t-il, la voix brisée. Marc n'avait pas de réponse, seulement un silence lourd de regret. Théo, qui n'avait pas lâché la main d'Étienne, prit la parole. « Vous avez encore une chance de réparer ça, monsieur. Étienne est votre fils. Il ne vous demande pas de changer le passé, mais d'accepter son présent. » Marc hocha la tête, mais il était clair que le chemin vers la réconciliation serait long. Il s'éloigna après un dernier regard, promettant de reprendre contact. Étienne, épuisé, s'appuya contre Théo, laissant enfin couler ses larmes. Camille, qui avait observé la scène de loin, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as été courageux, » murmura-t-elle. Mais Léon, toujours en retrait, semblait troublé. Plus tard, dans le calme de la librairie, il confia à Étienne et Camille une vérité qu'il avait gardée pour lui. « J'ai quitté Marc parce que j'avais peur. Moi aussi. Peur de ce que cet amour signifiait. En le laissant, je l'ai poussé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. » Il marqua une pause, les yeux brillants. « En t'aidant, Étienne, je rends une dette à ton père, mais aussi à moi-même. » Ce soir-là, Étienne, Théo, Camille et Léon partagèrent un dîner dans l'appartement de Camille. Pour la première fois, Étienne sentit qu'il construisait une nouvelle famille, une famille choisie, unie par l'amour et la résilience. Mais il savait que le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Les semaines suivantes, Étienne s'installa dans une routine fragile mais réconfortante. Théo, revenu à Paris, passait presque toutes ses soirées avec lui dans l'appartement de Camille. Ils parlaient, riaient et parfois pleuraient ensemble, reconstruisant leurs liens dans l'ombre des blessures récentes. Camille, avec son humour caustique et sa bienveillance, devenait une figure presque maternelle, tandis que la librairie de Sophie offrait à Étienne un refuge où il pouvait être lui-même sans crainte. Mais l'ombre de son père planait toujours. Marc envoyait des messages brefs, maladroits, comme s'il testait les eaux d'une réconciliation. Étienne répondait par politesse, mais chaque mot tapé lui coûtait. Il n'était pas prêt à pardonner, pas encore. Théo, toujours patient, lui rappelait qu'il avait le droit de prendre son temps. « Tu ne lui dois rien », disait-il, ses doigts entrelacés avec ceux d'Étienne. Un soir, alors qu'il triait des livres à la librairie, Sophie proposa à Étienne de participer à un atelier d'écriture qu'elle organisait. « Tu as une histoire à raconter, » dit-elle, ses yeux pétillants. « Et pas seulement celle de ton père. La tienne. » Étienne, d'abord réticent, accepta. Écrire devint une façon de mettre des mots sur sa douleur, mais aussi sur ses espoirs. Il commença à griffonner des poèmes sur Théo, sur la pluie de cette nuit fatidique, sur la liberté qu'il découvrait peu à peu. Pendant ce temps, Léon restait une énigme.
Il apparaissait à l'improviste, apportant des croissants ou des histoires du passé, mais il semblait toujours sur le point de révéler quelque chose qu'il retenait. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls dans la librairie, il confia à Étienne une vérité qu'il n'avait partagée avec personne d'autre. « Après avoir quitté ton père, j'ai passé des années à me perdre, dit-il. J'ai voyagé, j'ai bu, j'ai essayé d'oublier. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. » Étienne, troublé, demanda « Pourquoi vous ne lui avez pas reparlé? Pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité ?» Léon esquissa un sourire triste. Parce qu'il avait choisi une autre vie. Et je ne voulais pas la détruire. Mais ces mots sonnaient creux, comme s'il se mentait à lui-même. Un jour, un événement inattendu bouleversa leur fragile équilibre. Camille reçut une lettre, non signée, contenant une photo ancienne. Deux jeunes hommes, souriant sous le soleil, l'un ressemblant étrangement à Marc, l'autre à Léon. Une note griffonnée disait « La vérité ne peut pas rester cachée pour toujours ». Camille, troublée, montra la lettre à Étienne et Théo. « Quelqu'un sait, murmura-t-elle. Quelqu'un veut remuer le passé. » Léon, lorsqu'il vit la photo, blêmit. « C'est impossible, murmura-t-il. Cette photo, je l'ai détruite il y a des années. » Il refusa d'en dire plus, mais son agitation était palpable. Étienne, sentant que les pièces du puzzle s'assemblaient, insista. « Léon, si vous voulez m'aider, vous devez me dire tout. Qui a envoyé ça? Et pourquoi maintenant ?» Léon, après un long silence, céda. « Quand j'ai quitté Marc, il y avait quelqu'un d'autre. Un officier, à Saint-Cyr. Il savait pour nous. Il m'a menacé de tout révéler si je ne disparaissais pas, il serra les poings. J'ai cru qu'en partant, je protégeais Marc. Mais peut-être que cet homme n'a jamais oublié. » Cette révélation plongea Étienne dans une nouvelle vague de questions. Était-ce cet officier qui avait envoyé la lettre? Et que voulait-il? Camille, toujours pragmatique, proposa de chercher des réponses. Elle connaissait des gens dans le milieu artistique, des enquêteurs privés qui pourraient retracer l'origine de la lettre. Mais Étienne, épuisé par les secrets, se demanda s'il voulait vraiment creuser plus loin. Ce soir-là, alors qu'il marchait avec Théo le long des quais de la Seine, il confia ses doutes. « Je veux avancer, Théo. Mais tout ça mon père. Léon, cette lettre ça me tire en arrière. » Théo l'arrêta, prenant son visage entre ses mains. « Alors on avance ensemble, dit-il. Peu importe ce qui vient, je suis là. » Leur baiser, sous les lumières vacillantes des réverbères, fut une promesse. Mais au fond de lui, Étienne savait que le passé n'avait pas fini de réclamer son dû. Une tempête se préparait, et il devait choisir, affronter les secrets ou les laisser l'engloutir. La lettre anonyme devint une obsession. Étienne, Camille et Théo passèrent des heures à spéculer sur son origine, tandis que Léon, de plus en plus distant, semblait rongé par la culpabilité. Camille, déterminée à agir, contacta un ami, Julien, un ancien journaliste reconverti en détective privé. Julien, un homme mince d'une trentaine d'années, français, avec un regard perçant, accepta de les aider. « Une lettre comme ça, dit-il, ça sent la vengeance ou le chantage. Donnez-moi une semaine. » Pendant ce temps, Étienne tentait de se reconstruire. Il trouva un petit boulot à la librairie de Sophie, triant des livres et aidant à organiser des événements communautaires. Le travail, bien que modeste, lui donnait un sentiment d'appartenance. Sophie, avec sa sagesse tranquille, devint une confidente. « Tu n'es pas défini par ce que ton père a fait, » lui dit-elle un jour. « Tu es défini par ce que tu choisis de faire maintenant. » Mais les nuits étaient plus difficiles. Étienne faisait des cauchemars où il revivait la dispute avec son père, la pluie glaciale, les mots cruels. Théo, toujours à ses côtés, le réveillait doucement, lui murmurant des mots d'amour jusqu'à ce que le sommeil revienne. Leur relation, bien que mise à l'épreuve, se renforçait dans l'adversité. Une semaine plus tard, Julien revint avec des nouvelles. La lettre avait été envoyée depuis une petite ville en Bretagne, où un certain général Dubois, un ancien officier de Saint-Cyr, vivait en retraite. Dubois, murmura Léon, le visage blême. C'est lui. L'homme qui savait pour Marc et moi. Il raconta alors l'histoire complète. Dubois, un supérieur autoritaire, avait découvert leur relation et utilisé cette information pour forcer Léon à partir.
Il voulait protéger l'image de l'école, dit Léon, amer. Mais je pense qu'il y avait plus. Une jalousie, peut-être. Ou une obsession. Camille, pragmatique, proposa un plan. Allons en Bretagne. Confrontons cet homme. S'il veut jouer avec le passé, qu'il nous fasse face. Étienne, hésitant, se tourna vers Théo. Tu en penses quoi? Théo, toujours protecteur, répondit: si ça peut t'aider à tourner la page, je suis avec toi. Mais on reste prudent. Le voyage en Bretagne fut organisé rapidement. Ils prirent un train pour Saint-Malo, où Dubois vivait dans une maison isolée près de la côte. Le paysage, sauvage et battu par les vents, semblait refléter l'humeur d'Étienne. À leur arrivée, ils trouvèrent la maison, une bâtisse ancienne entourée de pins. Dubois, un homme de 70 ans, les accueillit avec un sourire froid. « Je me demandais quand vous viendriez, » dit-il, son regard perçant fixé sur Léon. La confrontation fut tendue. Dubois admit avoir envoyé la lettre, mais ses motivations restaient floues. « Marc a toujours été faible, » dit-il, sa voix teintée de mépris. « Il a choisi la lâcheté, et toi, Léon, tu l'as laissé faire. » Étienne, furieux, intervint. « Et vous, vous avez détruit des vies, pourquoi? Pour votre ego ?» Dubois ne répondit pas directement, mais ses mots laissèrent entendre qu'il avait agi par ressentiment, par une rancune nourrie pendant des décennies. « Vous ne savez pas tout, » dit-il avant de les congédier. La rencontre laissa Étienne plus confus que jamais. Pourquoi Dubois avait-il rouvert cette blessure? Et que cachait-il encore? Sur le chemin du retour, Léon, brisé, s'effondra. « J'ai tout gâché, » murmura-t-il. « Si j'étais resté, peut-être que Marc aurait été différent. Peut-être que tu n'aurais pas souffert, Étienne. » Camille, inhabituellement douce, posa une main sur son épaule. « On ne peut pas changer le passé, Léon. Mais on peut choisir ce qu'on fait maintenant. » Ce soir-là, de retour à Paris, Étienne prit une décision. Il écrivit une lettre à son père, non pas pour pardonner, mais pour poser des limites. « Je t'aime, papa, » écrivit-il, « mais je ne peux pas vivre dans l'ombre de tes regrets. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois m'accepter tel que je suis. » Envoyer cette lettre fut un acte de courage, un pas vers sa propre liberté. Mais alors qu'ils pensaient avoir touché le fond de l'histoire, une nouvelle révélation les attendait. Julien, en creusant plus loin, découvrit que Dubois avait gardé des dossiers sur plusieurs officiers de Saint-Cyr, y compris Marc. Et dans ces dossiers, il y avait une vérité que même Léon ignorait. Les dossiers de Dubois, que Julien parvint à obtenir grâce à un contact dans l'administration militaire, étaient une bombe à retardement. Ils contenaient des lettres, des rapports et même des photos, tous datant des années où Marc et Léon étaient à Saint-Cyr. Mais ce qui frappa Étienne, c'était une note manuscrite de Dubois, datée de 1995, adressée à un officier supérieur. Elle mentionnait un incident impliquant Marc, Léon et une tierce personne, une femme nommée Élise. « Élise » répéta Camille, perplexe, alors qu'ils examinaient les documents dans la librairie de Sophie. Léon, livide, murmura: « C'était la sœur de Marc. Ma fiancée, à l'époque. » Cette révélation fit l'effet d'un choc électrique. Étienne, abasourdi, demanda: « Tu étais fiancé à ma tante ?» Léon hocha la tête, les yeux baissés. C'était un arrangement, une façade. Marc et moi, on ne pouvait pas être ensemble au Penly. Élise savait pour nous. Elle voulait m'aider à rester près de Marc, à protéger notre secret. Mais Dubois a tout découvert. Il a menacé de ruiner la carrière de Marc si je ne rompais pas avec Élise et ne quittais pas l'école. Étienne sentit une colère nouvelle monter en lui. « Alors tu as abandonné mon père et ma tante. » Léon ne répondit pas, mais ses épaules voûtées parlaient pour lui. Camille, toujours pragmatique, interrompit: « Attendez. Si Élise savait, elle pourrait avoir des réponses. Où est-elle maintenant ?» Julien, qui avait continué ses recherches, trouva une piste. Élise vivait à Lyon, où elle travaillait comme professeure de littérature. Étienne, Théo, Camille et Léon décidèrent de lui rendre visite. Le voyage fut tendu, chacun perdu dans ses pensées. Étienne se demandait ce que sa tante, qu'il n'avait pas vue depuis des années, pouvait savoir sur son père. Léon, lui,
semblait terrifiée à l'idée de revoir Élise. À Lyon, Élise, une femme de 50 ans, élégante mais marquée par le temps, les accueillit dans son petit appartement. Lorsqu'elle vit Léon, ses yeux s'emplirent de larmes. « Tu es revenu, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle serra Étienne dans ses bras, comme si elle retrouvait une partie de son frère perdu. Élise raconta son histoire. Après le départ de Léon, Marc s'était effondré. Il s'était marié avec la mère d'Étienne pour se corriger, mais il n'avait jamais surmonté la perte de Léon. Élise, elle, avait coupé les ponts avec Marc après des années de disputes. Il était devenu dur, amer, dit-elle. Mais il t'aimait, Étienne. Il avait juste peur de t'aimer mal. Elle révéla aussi un détail crucial. Dubois avait continué à manipuler Marc après le départ de Léon, le menaçant de révéler son passé à sa famille. Cette pression avait façonné l'homme rigide qu'Étienne avait connu. Dubois était obsédé par le contrôle, dit Élise. Il voyait l'amour de Marc et Léon comme une faiblesse à écraser. Étienne, bouleversé, demanda « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Élise baissa les yeux. « Parce que j'avais honte de ne pas avoir su protéger mon frère. Ni toi. » Ces mots, chargés de regrets, touchèrent Étienne au cœur. Il comprit que sa famille, brisée par les secrets, portait des blessures aussi profondes que les siennes. De retour à Paris, Étienne décida de confronter son père une dernière fois. Il organisa une rencontre dans un café tranquille, loin des regards indiscrets. Marc arriva, nerveux, ses mains tremblantes autour de sa tasse. « Je veux comprendre, papa, » dit Étienne. « Pas seulement ce qui s'est passé avec Léon, mais pourquoi tu m'as rejeté. » Marc, pour la première fois, parla sans détour. Il raconta comment la peur et la honte l'avaient poussé à enfouir son passé, à devenir un homme qu'il détestait. « Quand tu m'as dit que tu étais gai, » murmura-t-il, « j'ai vu tout ce que j'avais perdu. J'ai cru que te rejeter me protégerait de cette douleur. Mais j'avais tort. » Étienne, les larmes aux yeux, tendit la main à son père. « On peut essayer, papa. Pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. » Marc, hésitant, prit sa main, et pour la première fois depuis des années, ils se regardèrent sans colère. Léon, qui observait de loin, murmura à Camille « J'ai payé ma dette. » Mais Camille, le regard fixé sur Étienne et Marc, répondit « Ce n'est pas fini, Léon. On a tous des dettes à payer, à nous-mêmes. » Les mois qui suivirent furent un lent processus de guérison. Étienne et Marc commencèrent à se parler régulièrement, d'abord par message, puis lors de rencontres prudentes. Ce n'était pas parfait, les blessures du passé ne disparaissaient pas en un jour, mais chaque conversation était un pas vers la compréhension. Théo, toujours présent, aidait Étienne à naviguer dans cette relation fragile, lui rappelant qu'il avait le droit de poser des limites. Camille, de son côté, trouva un nouvel élan. Inspirée par l'histoire d'Étienne, elle commença à travailler sur une série d'illustrations racontant des histoires de résilience dans la communauté queer. Elle exposa ses œuvres à la librairie de Sophie, attirant une foule de visiteurs émus par sa capacité à capturer la douleur et l'espoir. Étienne, qui avait repris l'écriture, contribua à l'exposition avec un poème, dédié à Théo, qui fit pleurer plus d'un spectateur. Léon, quant à lui, choisit de rester dans l'ombre. Après avoir aidé Étienne à reconnecter avec son père, il sembla considérer sa dette payée. Mais une nuit, alors qu'il partageait un verre avec Camille dans un bar du Marais, il avoua « Je ne sais pas si je peux me pardonner d'avoir abandonné Marc. » Camille, qui avait elle-même lutté avec ses propres regrets, répondit « Alors commence par te pardonner à toi-même. C'est la seule façon d'avancer. » Un an après cette nuit sous la pluie, Étienne se tenait sur la scène de la librairie, lisant un extrait de son premier recueil de poèmes. Théo, assis au premier rang, rayonnait de fierté. Marc était là aussi, dans le fond, discret mais présent. Élise, venue de Lyon, applaudit avec émotion. Sophie, Camille et même Julien étaient dans la foule, formant une famille choisie, unie par des liens plus forts que le sang. La dernière vérité sur Dubois émergea presque par hasard. Julien découvrit qu'il avait envoyé la lettre par amertume, incapable d'accepter que le monde avait changé, que l'amour qu'il avait autrefois condamné trouvait désormais sa place. Dubois mourut peu après, seul, ses secrets emportés avec lui. Étienne, en apprenant la nouvelle,
ne ressentit ni colère ni tristesse, seulement une paix étrange. Le passé n'avait plus de pouvoir sur lui. Le recueil d'Étienne, intitulé Sous la pluie, devint un succès modeste mais significatif dans la communauté queer. Il racontait son histoire, mais aussi celle de tant d'autres, des rejets, des luttes, mais surtout des victoires. À la fin du livre, il écrivit une dédicace à Théo, qui m'a appris à aimer, à Camille, qui m'a donné un refuge, à Léon, qui a payé une dette, et à mon père, qui apprend à m'aimer à nouveau. Ce soir-là, après la lecture, Étienne et Théo marchèrent main dans la main le long de la Seine. La pluie tombait doucement, mais cette fois, elle n'était pas froide. Elle était douce, comme une caresse, un rappel que même les tempêtes les plus sombres finissent par s'apaiser. Étienne leva les yeux vers le ciel, un sourire timide sur les lèvres. « On a survécu », murmura-t-il. Théo l'embrassa, et sous la pluie, il savait qu'ils avaient trouvé bien plus qu'un refuge. Ils avaient trouvé un foyer.